C'est les enfants qui violent, les enfants qui kidnappent. Il y en a près de 20 000 qui ont été kidnappés par les Russes. Des enfants de 1 an, 3 ans, violés, torturés. Il y avait des chambres de torture pour enfants. Vous imaginez ce que ça veut dire? Les drones qui sont envoyés dans tout le pays pour effrayer la population générale. Imaginez les enfants qui ne dorment plus parce qu'ils entendent des sirènes. Ils doivent aller dans des bunkers. Ce qui s'est passé au Donbass en 2014 a été fomenté depuis des années. Il y a des séparatistes dans tous les pays. Simplement, on ne leur fournit pas des armes, de l'argent, des passeports. Bonjour Madame Christine Batruch. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes la présidente de la fondation Bohdan Avrilishin en Ukraine. Depuis Genève, vous soutenez activement la société civile ukrainienne et vous portez la voix d'un pays qui est en guerre depuis plus de 3 ans contre la Russie. À travers cette interview, j'aimerais explorer avec vous non seulement les causes profondes de ce conflit, mais également les enjeux de perception médiatique, les responsabilités internationales et surtout les défis humains, moraux et politiques qui sont liés à la reconstruction et à la résilience de l'Ukraine. Je vous propose que dans un premier temps, on parle tout simplement des causes de cette guerre. Comment est-ce qu'on explique ces tensions qui règnent depuis de nombreuses années déjà entre l'Ukraine et la Russie selon vous ? Alors d'abord, si j'ose vous corriger, ça fait pas 3 ans qu'on est en guerre avec la Russie, ça fait 11 ans. Parce qu'en fait, le Donbass était une guerre. Elle a été fomentée par la Russie. Ils ont armé les séparatistes. Il y a des séparatistes dans tous nos pays. Regardez en France, regardez en Espagne. Tous nos pays ont des séparatistes. Simplement, ils sont pas armés par les voisins, pas fomentés par eux. Et au-delà de ça même, il y avait des troupes russes, et ça a été documenté, il y avait des troupes russes dans le Donbass. Et la Crimée, ça a été une invasion pure et simple. Donc la guerre, pour nous, dure depuis 11 ans. Ce n'est pas un conflit, c'est une guerre, c'est pas une tension entre deux régions, c'est un pays impérialiste qui n'a pas digéré, en fait, le fait qu'elle ne soit plus un empire, que sa colonie et la colonie qu'elle chérissait le plus, donc l'Ukraine, quitte son giron et pire encore devienne démocratique. Parce qu'il faut savoir que pourquoi l'Ukraine est importante pour la Russie, plus que les autres anciennes républiques soviétiques, c'est que l'Ukraine précède en fait la Russie de plusieurs siècles. C'est en Ukraine la Russe kievienne qui a adopté la chrétienté en 988. Moscou n'existait pas. Moscou a émergé au XIVe siècle et était sous l'empire des Mongols à l'époque. Donc ce n'est qu'au XVIIe siècle que la Russie est devenue Russie. Elle a adopté le nom russe, reprenant en fait son histoire et de ce fait volant à l'Ukraine son histoire à elle, en prétendant que Kiev était son berceau. Il faut savoir que au fil des siècles, la Russie s'est agrandie de l'équivalent de 500 Suisses. Chaque année, elle prenait un bout d'un territoire voisin. Et de se retrouver en 91 tout d'un coup un pays, un grand pays quand même, hein, ils sont 140 millions, c'est un grand pays mais trop petit pour eux. D'autant plus que quand on a été un empire, et c'est un empire différent des empires que nous on a connus, l'empire français, anglais ou portugais même, qui était pas une guerre, qui n'était pas un empire de frontières. Là, c'est les voisins qui envahissent et qui contrôlent les pays voisins. Et pour la Russie, de perdre en fait cet empire et de perdre l'Ukraine, c'était de redevenir juste un pays, alors qu'ils veulent être une puissance. Et d'ailleurs, ils prétendent être une puissance. Et si vous parlez, et on pourra en parler un peu plus tard, mais des responsabilités des autres pays, c'en est une, de donner, d'adopter le langage des Russes en considérant que c'est une puissance. Ça ne l'est pas, c'est une puissance nucléaire, mais il y en a d'autres. Hein, il y a l'Inde et le Pakistan, on n'en parle pas de la même manière. On a des sources qui affirment que la couverture médiatique internationale, elle a simplifié le conflit, qu'elle a présenté l'Ukraine uniquement comme une victime et la Russie comme l'agresseur. Vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation, j'imagine?
il y a une victime, il y a un agresseur, et c'est très très clair. L'Ukraine n'a pas agressé la Russie. Enfin, ce serait complètement absurde pour l'Ukraine de faire quoi que ce soit dans ce sens-là. Elle est beaucoup plus petite en population, en territoire, et elle n'a pas l'arme nucléaire. Et en fait, ça, c'est un grand contentieux pour l'Ukraine, parce qu'en fait, on a renoncé à notre armement nucléaire. On était la 3e puissance nucléaire au monde à l'époque. On y a renoncé avec l'accord de la Russie, de l'Angleterre et des États-Unis. Il y avait d'autres pays comme la France qui étaient annexes à ce processus-là et qui garantissaient l'intégrité territoriale de l'Ukraine, sa souveraineté sur les frontières actuelles de l'Ukraine. Et en échange de ces garanties-là, l'Ukraine a renoncé à sa puissance nucléaire. Le pire, c'est qu'elle a renvoyé tout ça à la Russie, chose qui est complètement absurde. Mais il y a quand même des critiques sur la gestion des minorités russophones en Ukraine, sur la manière dont certaines régions ont été traitées avant l'invasion. On a des observateurs qui estiment que des tensions existaient avant 2014, notamment dans l'est du pays, en Crimée, comme vous le disiez, et qu'une partie de la population russophone se sentait marginalisée, insuffisamment représentée. On a aussi des lois linguistiques votées à Kiev qui ont beaucoup été critiquées, perçues comme hostiles à la langue russe. Vous avez des réponses à ces préoccupations? Absolument. Depuis le XVIIIe siècle, il y a eu quelque chose comme 243 décrets contre la langue ukrainienne. Le russe a été imposé à l'Ukraine pendant des siècles. À des moments de notre histoire, alors on n'avait pas le droit de publier en ukrainien, on n'avait pas le droit d'avoir nos écoles, des choses comme ça. Donc en fait, le pays qui devient indépendant veut promouvoir sa langue. Et il n'était pas question d'empêcher les Russes de parler russe, de même publier en russe. Simplement, dans les instances officielles du pays, l'ukrainien devait être utilisé. Et c'est une mesure défensive et de protection de la langue ukrainienne et pas du tout une attaque contre la langue russe. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui parlent encore le russe. Parce qu'effectivement, il y a des régions qui ont été russifiées au fil du temps, qui parlent le russe ou ce qu'on appelle le sourjik, qui est un mélange entre le russe et l'ukrainien. Et les gens le parlent de façon tout à fait naturelle. Mais, et j'ai une anecdote intéressante à ce sujet, je me rappelle qu'en 14-15, je suis allée en Ukraine, j'étais à Kiev avec une amie, et j'entendais beaucoup de Russes parler dans la rue, et je dis, mais comment c'est possible qu'on parle le russe alors qu'on est en guerre contre la Russie? Et mon ami me dit, mais c'est du russe ukrainien, c'est pas le russe de Moscou. Et je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, mais on le parle différemment et c'est notre langue à nous dans notre pays qui n'a rien à voir avec la Russie ou Moscou. On s'identifie pas à Moscou parce qu'on parle le russe. Et j'ai réfléchi après coup, et puis j'habite Genève, je parle le français, mais je ne m'identifie pas à Paris. Culturellement, je ne suis pas française, je suis suisse. Et je pense que c'est très intéressant. Par contre, si on nous imposait, par exemple, le suisse allemand dans la Suisse romande, pendant des siècles, à un moment donné, il faudrait qu'on le revendique de nouveau à nous. Et c'est ce que l'Ukraine a fait. Mais pour les domaines officiels et pas dans la vie courante où tout le monde parle la langue qu'il veut, s'exprime comme il veut. Et il y a beaucoup de patriotes ukrainiens qui parlent russe parce que ils ont été élevés de cette façon. Moi, j'ai aucun problème avec les gens qui parlent le russe. Ça m'est de plus en plus difficile maintenant parce que quand on parle le russe, on imagine, et j'ai pas encore la subtilité d'entendre la différence entre le russe ukrainien et le russe de Russie. Donc, il y a cette petite appréhension. Mais finalement, j'ai pas de problème quand mes amis parlent le russe. Simplement, je ne le parle pas. Et je parle ma langue, qui est l'ukrainien. Donc, de prétendre ça, à nouveau, il faut qu'on se le mette dans notre contexte. En
en France, il y a plein de langues différentes, mais le français domine dans le pays, dans les instances officielles. Alors, il y a plein d'écoles russes en Ukraine. Il y a de la même façon qu'il peut y avoir des écoles dans différentes langues en France. Par contre, la langue officielle reste le français en France et ça doit être l'ukrainien en Ukraine. Et que dire de ces minorités russophones qui ont voté, alors là ça va au-delà de la langue, qui ont voté pour une appartenance à la Russie. On sait que dans certaines régions, il y a eu vraiment une grande partie qui était en faveur d'un rattachement à la Russie. Je crois que c'est la Crimée. À quel moment? Il y a longtemps, en 2014. Oui. Il y a eu déjà. Alors de nouveau, qu'est-ce que vous en pensez? Alors de nouveau, dans le Donbass. Vous imaginez bien que ce qui s'est passé au Donbass en 2014 a été fomenté depuis des années. Regardez un tout petit peu ce que Poutine a fait dans différents pays avant. Regardez ce qu'il a fait en Tchétchénie. Regardez ce qu'il a fait en Géorgie. Il fomente, et ça c'est documenté. Il fournit de l'argent, des armes, des passeports, des choses comme ça, des années avant, pour arriver à la situation à un moment donné. Je dis pas que les décrets promouvant la langue ukrainienne n'ont pas été mal perçus dans certaines régions. Bien évidemment, si du jour au lendemain je vous dis mais quand vous irez à la mairie, il faudra donner des documents en ukrainien, bien sûr que ça les heurte. Mais c'était aussi une mesure un peu malencontreuse. Le président d'alors avait été élu grâce aux voix de l'ouest de l'Ukraine, qui est ukrainophone. Il leur devait quelque chose, il l'a fait. C'était maladroit, mais c'était certainement pas la cause d'un conflit. Il n'y aurait pas eu les Russes de Russie, on n'aurait pas eu la guerre du Donbass, et certainement pas. Et de plus, quand on parle de vote, sous occupation russe, bien sûr qu'on va voter. Moi, j'ai des témoignages, des témoignages de personnes que je connais qui disent, ils sont venus, on nous demande notre nom, puis on nous dit, si vous votez pas comme ça, vous aurez des problèmes. Il y avait des intimidations énormes dans les processus de vote. La Russie n'est pas démocratique, et donc elle utilise des méthodes de bandits en fait. Je crois qu'il y a pas mal d'ignorance par rapport à ça. En tout cas, dans les médias alternatifs, on parle beaucoup d'une volonté propre de ces minorités de rejoindre la Russie. On nous dit même que certains étaient ravis quand les chars sont arrivés en 2022 parce qu'ils allaient enfin être libérés et appartenir finalement à la Russie. Donc ça, c'est de la désinformation. C'est des gens qui étaient en fait brainwashed depuis des années. Oui, mais je crois que nous avons été brainwashed aussi. Et les pays non alignés, par exemple, souvent ont soutenu la Russie et le point de vue russe. Pourquoi? Parce qu'ils étaient anti-américains, imaginant que ce qui se passe en Ukraine, ça représente les États-Unis. C'est une insulte au peuple ukrainien. C'est lui qui était dans la rue pour la révolution orange en 2004. C'est lui qui se bat aujourd'hui. Alors, avec le soutien des armes et des choses comme ça, effectivement. Mais c'est un peuple qui, de toute son histoire, a dû repousser la Russie. Elle a finalement obtenu son indépendance en 91, mais toutes les ingérences de la Russie ont été constantes depuis des siècles et depuis notre indépendance en 91. Et donc, effectivement, il y a des séparatistes, effectivement, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Moi, ce que je dis, si vous vous sentez vraiment russe, vous voulez vivre sous la Russie, allez en Russie. C'est un pays qui est assez grand. Laissez-nous notre pays. Mais il y a d'autres intérêts derrière aussi, oui. Miniers entre autres. Et la Crimée, pour revenir à la Crimée, c'est très intéressant parce que qui sont ceux qui votent? De nouveau en Crimée, il y a eu des intimidations horribles. Les Tatars sont pro-ukrainiens. Les Tatars quand l'Ukraine est devenue indépendante, une fois qu'elle a obtenu son indépendance, elle a rappelé les Tatars en leur disant « c'est votre terre, revenez ». Et ils ont vécu, alors qu'ils avaient été envoyés en Sibérie par Staline, ils ont vécu les années de démocratie ukrainienne, et tout d'un coup arrive l'autocrate russe. Alors, ils ont quitté, la plupart ont quitté la Crimée et se sont retrouvés à l'ouest du pays. Il y a beaucoup de Tatars maintenant à l'ouest de l'Ukraine.
c'est-à-dire aussi loin des Russes que possible. Donc, et c'est un débat historique, à qui appartient la Crimée. Et on repart jusqu'à quand? Alors moi, je dirais, si vraiment à qui que ce soit, c'est aux Tatars, certainement pas aux Russes. Mais le fait est que les Russes ont envoyé leur population de plus en plus au fil du temps, et maintenant ça fait 10 ans que la Crimée est sous occupation russe. Alors effectivement, il y a une majorité de Russes qui veulent la Crimée. Moi aussi, je veux la Crimée, c'est magnifique. Hein. On appelle ça la Nice de l'Ukraine. Ça, ce sera une autre question à résoudre à un autre moment de l'histoire. Je pense que la solution pour la Crimée serait une période assez longue d'indépendance, de non-décision par rapport à cette région, parce que et c'est pareil pour les régions de l'est de l'Ukraine qui sont sous occupation russe depuis 2014. Vous imaginez, sous occupation pendant 11 ans, les gens qui sont restés sont les gens qui sont pro-russes maintenant. Donc, de récupérer ces territoires pose un problème parce qu'on aura une 5e colonne dans notre pays. Il y a certains détracteurs qui disent que l'Ukraine n'a pas respecté certains points des accords de Minsk, comme celui qui prévoyait l'octroi d'un statut autonome aux territoires séparatistes de l'Est. On a aussi des voix en Europe qui poussent à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, ce à quoi s'opposent les Russes. Qu'est-ce que vous pensez de ces accords de Minsk dont on parle beaucoup? Alors de nouveau, les accords de Minsk, quand un pays a envahi un autre, de faire un accord où les deux parties sont traitées de la même façon est inacceptable. Et les Russes n'ont pas respecté autant que les Ukrainiens n'ont pas respecté. C'était des mauvais accords qui n'avaient pas lieu d'être. Il faut être, par rapport à l'OTAN, ça me fait sourire, ça me fait pleurer en fait, mais ça me fait sourire. De quel droit est-ce que la Russie détermine ce que l'Ukraine peut faire? L'Ukraine est un pays indépendant. C'est comme si la France tout d'un coup disait à la Suisse, non mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais de quel droit? C'est à nous de décider. Et ce qui est très intéressant, une ancienne diplomate suisse m'avait éclairé là-dessus en disant, quand l'Union soviétique, l'Empire s'est délité, la Russie a créé son propre l'équivalent de l'OTAN pour les ex-pays, les ex-républiques. Et les pays voulaient pas. La Pologne, enfin, la majorité des pays se sont tournés vers l'Ouest. Pourquoi? Parce que personne ne voulait vivre sous le joug russe. Et c'est des pays qui sont indépendants. Malheureusement, l'Ukraine, c'est le voisin direct. Et c'est la terre la plus fertile au monde, la terre où il y a des minerais, et c'est cette capture de l'histoire que la Russie veut absolument pour montrer qu'elle a plus de 1000 ans d'histoire alors qu'elle ne les a pas. Est-ce que vous pensez que la communauté internationale, on parle de l'OTAN, elle a joué un rôle dans l'escalade de ce conflit? Absolument pas, parce que d'abord, je dirais pas qu'il y a eu une escalade en tant que telle. Il y a eu une agression forte et il y a eu une réponse faible. Donc, je vois pas où est l'escalade. Ce qui aurait dû se passer, selon moi, c'est immédiatement décréter un no-fly zone, comme on a fait pour Israël en 24 heures. Ça n'a jamais été fait pour l'Ukraine. Donc, tous les missiles peuvent tomber sur nous. On a promis énormément à l'Ukraine en lui donnant toujours trop peu, trop tard. Donc, je vois pas en quoi l'OTAN a créé une escalade. Ce qui se passe, c'est que en donnant trop peu, trop tard, ça prolonge la guerre. Donc, c'est pas une escalade, c'est une prolongation. Ce qu'il faut savoir, c'est que Poutine et sa clique de kleptocrates, oligarques, mais en fait, la plupart du pays ne comprend qu'une chose, c'est la force. On n'a rien fait pour la Tchétchénie, on n'a rien fait pour la Géorgie, on n'a rien fait en Syrie. Je veux dire, il a appris au fil du temps qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait et on le laissait faire. On a des paroles, on a des gestes qui, à mon avis, sont presque des gestes symboliques. Et il faut repartir dans l'histoire. On a fait exactement la même chose au début de la Deuxième Guerre mondiale. Hein? On va parler à Hitler. On parle pas à Hitler, on parle pas à Putler. Nous, on l'appelle Putler, on l'appelle pas Poutine, parce que il a exactement le même fonctionnement. Je bouge un pion, j'attends de voir quelle est la réponse. Pas de réponse, je vais plus loin, je vais plus loin, je vais plus loin.
Et là, sa guerre de 3 jours, ça fait 3 ans. On est en train de démontrer qu'on est assez fort, que la Russie n'est pas forte. Cessons de réfléchir à la Russie comme cette grande puissance. Elle n'est pas. C'est un pays qui ne tient que par la force. Les gens ont peur et ils veulent exporter la peur. En fait, c'est quelque chose d'incompréhensible pour nous, démocrates. Mais en fin de compte, quand un pays est faible, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une guerre. Quand un leader est faible, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une guerre, et c'est ce que Poutine fait. Mais il avait annoncé la couleur, hein. En 2000, en 2008, il avait annoncé la couleur. Et nous, c'est la faiblesse de nos démocraties, on n'y croyait pas. 70 ans de paix en Europe, on croyait que la démocratie était un acquis, on croyait que la paix était un acquis, et les prédateurs sont arrivés. Et là, je cite Giuliano da Empoli, qui a écrit ce livre extraordinaire que tout le monde devrait lire, L'heure des prédateurs, et qui montre que c'est la force en ce moment qui est en train de gagner et qui va gagner d'autres pays si on fait rien contre Poutine. Vous parliez aussi de la Chine, vous compariez tout à l'heure. Alors il y a un parallèle à faire. De nouveau, vous pensez bien qu'il y a des configurations politiques. Les autocrates n'aiment pas les démocrates et vice-versa. Mais les autocrates, ils n'ont pas d'opinion publique, ils ont les moyens qu'ils se donnent. Les démocraties sont faibles vis-à-vis des autocrates. La Russie envahit l'Ukraine, on fait un peu, mais pas assez, pour que l'Ukraine gagne et pour démontrer que non, la force au XXIe siècle, envahir un pays tiers est inacceptable. Les autres regardent ce qui se passe. Et pourquoi pas Taïwan? Parce qu'on pense que Taïwan est tellement important pour les États-Unis. Est-ce qu'ils vont se battre pour Taïwan? La Corée du Nord, la Corée du Sud? Donc, on va être régi dans un monde. Et où l'Ukraine a péché, mais par la force des choses, la propagande russe est tellement forte depuis des siècles, que, évidemment, on n'est pas assez fort. Elle nous a, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Donc, on n'a que le côté russe de l'histoire. La Deuxième Guerre mondiale, proportionnellement, il y a plus d'Ukrainiens que de Russes qui sont morts en combattant les Allemands. Mais c'est la Grande Guerre russe. Les Russes qui sont tombés. Et ce qu'on n'a pas réussi encore à faire, on essaye, notre président actuel essaye, c'est d'aller vers les pays non alignés et leur dire, vous étiez une colonie, nous étions une colonie, ils sont en train de nous recoloniser. Vous connaissez le mal, vous l'avez vécu, vous devriez être de notre côté. Mais ils entendent ça? Mais ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas parce que, bon, la Russie est habile, hein. Elle a beaucoup de défauts, mais elle est très habile. En propagande, je pense qu'elle dépasse tous les autres. Elle dépasse tous les autres parce que les autres y croient. Le pire, vous savez, moi je suis beaucoup les médias français. Je suis abonnée aux médias français et je vois l'évolution. Ce n'est que, je dirais, les derniers 6 mois où on commence à changer de discours sur cette guerre, sur l'Ukraine, sur la Russie, se rendre compte que non, nous ne sommes pas des frères. De la même façon que la France et la Suisse ne sont pas des frères. On partage une langue, on partage une histoire, mais on est différents. Et au contraire de la Suisse et la France qui sont de bons voisins, ben nous on a un voisin qui est un bully, et puis le monde accepte que sa version de l'histoire. Donc au fil de l'histoire, on aura beaucoup de travail à faire pour nous réapproprier cette histoire, mais ça commence à sortir. Et ayant été élevée en Suisse, c'est la première fois de ma vie que je me dis, qu'est-ce que cette guerre nous a apporté? Parce qu'il y a toujours quelque chose de positif qui peut ressortir d'une situation négative. L'unité du pays, les russophones et les ukrainophones qui sont unis contre l'ennemi, la reconnaissance internationale qu'il y a un pays qui s'appelle l'Ukraine. Tout d'un coup, le monde entier le sait, alors que vous auriez interrogé les gens dans la rue il y a 5 ans. Les gens ne savaient pas où était l'Ukraine, ne savaient pas que la différence entre l'ukrainien et le russe, c'est la même chose qu'entre le français et le portugais. 38% de différence dans la langue. Alors ne nous dis pas que c'est la même langue, c'est pas la même langue.
toutes ces choses-là. Donc, il y a des choses comme ça qu'on a acquises. Et le respect du monde. Parce que quand on voit comment les Ukrainiens combattent un ennemi qui n'a aucune limite, et peut-être vous voulez m'interroger là-dessus, les Ukrainiens sont dignes. On va revenir sur la limite un petit peu plus tard avec grand plaisir. Je voulais d'abord juste vous demander, parce que vous parliez de la prolongation de la guerre, beaucoup disent que le conflit sert les intérêts économiques et stratégiques de certains pays occidentaux. Ils parlent par exemple du fait qu'il y a des bénéfices économiques pour certains secteurs, l'industrie de l'armement, le gaz de schiste américain qui a remplacé le gaz russe en Europe. Ça suggère vraiment que les soutiens de l'Europe, les soutiens de l'OTAN à l'Ukraine, c'est pas forcément toujours altruiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, le self-interest domine toutes les politiques de tous les pays du monde. Donc, que la France pense d'abord à la France, que les États-Unis, encore plus maintenant, pensent aux États-Unis d'abord, effectivement. Est-ce qu'il y a ce calcul qui est fait, mais si la guerre continue, on va pouvoir réarmer? Je ne le pense pas. Je pense que l'Ouest manque de courage politique, ils ont peur de s'engager. Et quelque part, on comprend, ce sont des démocraties. Par exemple, président Macron, à un moment donné, a évoqué l'idée qu'à un moment donné, il pourrait y avoir des troupes françaises en Ukraine, et ça a provoqué un tollé. Les populations de nos pays ne sont pas prêtes pour la guerre. L'Ukraine n'était pas prête pour la guerre non plus, on leur a demandé, mais ils veulent pas se battre pour un autre. Moi, ma seule préoccupation, c'est que, et cet ancien adage, ils sont venus pour les communistes, j'étais pas communiste, j'ai rien dit, ils sont venus pour les juifs, j'étais pas juif, hein. Finalement, ils sont venus pour moi, il y avait plus personne pour me défendre. Le problème, c'est que si on ne défend pas l'Ukraine, mais pas pour l'Ukraine, pour nous, pour nos valeurs, pour la puissance de la démocratie comme modèle qui est un modèle souhaitable, imparfait, mais bien plus parfait que ce qu'on voit dans les autocraties du monde, que ce soit la Chine, la Russie, la Corée du Nord. Et ça, c'est une des faiblesses de nos démocraties, c'est qu'on a oublié d'éduquer notre population dans le sens civique, dans le sens on n'a pas seulement des droits, mais des responsabilités, et que la démocratie est quelque chose qui se mérite, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Ce qui fait que maintenant, on est dans un marché complètement absurde de surenchère, de populisme. Et bien sûr, personne n'ose aller un pas plus loin au risque de pas être élu au prochain tour, etc., etc. Mais le risque beaucoup plus grand, c'est qu'est-ce que ça dit à nos enfants, nos petits-enfants? Ça, la Deuxième Guerre mondiale, après coup, on disait, mais qui étais-tu pendant la Deuxième Guerre mondiale? Et la question va se poser ici encore, parce que c'est une Troisième Guerre mondiale. Elle se localise sur le territoire ukrainien pour l'instant seulement, mais c'est une Troisième Guerre mondiale, parce que les enjeux sont géopolitiques, économiques aussi, mais géopolitiques énormes. Si la Russie gagne, le monde démocratique va s'effondrer. Oui, au sujet de cette potentialité d'une extension de la guerre, du conflit sous forme d'une troisième guerre mondiale, vous avez affirmé sur les réseaux sociaux, vous avez plutôt posé la question: Why can't the world understand that we can beat Russia, that we can beat autocrats, unless the rest of the world is prepared to suffer the same tragedy as Ukraine? Donc, vous parlez d'une tragédie que le reste du monde pourrait potentiellement subir. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Vous pensez que le modèle autoritaire peut s'étendre? Oh, absolument. Le modèle autoritaire s'étend déjà. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Si c'est pas un modèle autoritaire, je ne sais pas. Regardez les différents partis qui arrivent au pouvoir. Hier en Pologne, parti nationaliste. Marine Le Pen en France. Peut-être qu'elle passera pas. Mélanie. Il y a une dérive autoritaire, et de nouveau, moi je suis hystérienne à la base. Regardons l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé pendant les années 30? C'était le populisme, c'était ces choses-là. Le problème, c'est que par rapport à l'Ukraine,
les Ukrainiens défendent l'Ukraine pour l'Ukraine, mais le monde devrait se réveiller et se dire, c'est pas d'aider l'Ukraine que d'envoyer des armes, c'est de s'aider soi-même, parce que dès le moment que, imaginons le pire, auquel je crois pas du tout, mais que la Russie arrive à envahir toute l'Ukraine, j'y crois pas, mais ça pourrait s'étendre, parce que pourquoi s'arrêter là? Parce que finalement les pays baltes l'avaient. Regardez ce qui s'est passé il y a une quinzaine de jours, où maintenant il y a un amoncellement de troupes sur les frontières finlandaises. Regardez la Transnistrie, la Géorgie, tous ces pays. Donc finalement, ça va aller plus loin, mais un danger qui est tout aussi important, c'est les autres pays. La Chine a le même modèle impérialiste que la Russie, dans le sens où elle n'envahit pas comme nos anciens empires, quelque part à travers la mer, un pays lointain. Elle envahit ses pays voisins. Enfin, si on appelle le Tibet, par exemple, un pays, ou Taïwan est un pays maintenant, donc ce serait son pays voisin. Et ce modèle-là, on va reproduire ce qui s'est passé il y a quelques siècles, c'est-à-dire chacun ira de créer sa zone d'influence. Je ne crois pas que les pays démocratiques oseront recréer des empires, parce que la démocratie a fait ça, réaliser que c'était quelque chose d'inacceptable. Donc les autres ont carte blanche pour venir vers nous. Et ça se fera de façon pernicieuse, comme ça se passe maintenant. Vous pensez que toutes ces élections, un autre Français qui a très très bien compris, beaucoup plus tôt que la plupart des autres, la dynamique, c'est Raphaël Glucksmann, qui parlait de l'ingérence russe dans les instances, que ce soit en Union européenne, les élections, que ce soit en France, en Espagne, justement avec les mouvements séparatistes en Catalogne, aux États-Unis, etc., etc. Il y aura différentes façons de pervertir nos systèmes, mais c'est déjà en marche. Et il faut stopper ça. Il faut stopper la désinformation, les fake news, quand on est attaqué. Et revenons de nouveau à la question militaire. Quand on est attaqué, que ce soit par la propagande, que ce soit par les hackers, que ce soit par les journalistes qui sont payés, etc., etc., il faut qu'on réponde avec force, pas de la même manière, parce que ça nous abaisserait au niveau de nos ennemis, et il ne faut pas le faire, mais il faut y répondre. Et les sanctions qu'on a imposées, je voyais des chiffres la semaine dernière, parce qu'il y a beaucoup d'instances qui suivent ça, mais ce que la Russie a gagné comme argent depuis l'invasion de grande ampleur en Ukraine est beaucoup plus que ce que les sanctions lui ont coûté. Et ça, c'est la réalité des choses. Donc, soyons sérieux. Si on fait des sanctions, faisons des sanctions qui sont à la hauteur des crimes qui sont perpétués. Et rappelons-nous aussi que chaque chose qu'on fait ou qu'on ne fait pas maintenant sera utilisée par d'autres qui ont des velléités impériales, des velléités d'accaparer des marchés, etc., etc. On se bat contre des bandits. Donc il faut comprendre leurs mécanismes et y répondre dans un langage qu'ils comprennent. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir avec vous, ce sont des groupes sur les réseaux sociaux ou dans certains médias alternatifs qui laissent entendre que certains groupes ukrainiens auraient commis des exactions ou que le gouvernement ukrainien aurait des responsabilités dans l'escalade du conflit. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors, l'humain est humain. Les Ukrainiens sont comme tous les autres. Ça m'étonnerait que ici et là, il n'y ait pas eu des exactions criminelles qui devraient être poursuivies, évidemment. Simplement, je crois que la question à se poser, c'est quelle est la politique d'un pays et de l'autre. La politique russe, c'est tu violes, tu pilles,
tu tues les civils, tu tues les enfants, tu attaques les hôpitaux, tu attaques les écoles, les librairies, les sites culturels, c'est-à-dire no limit war. Tout est permis par rapport aux Russes. Et je suis en contact avec des gens de Boutcha, le maire et la députée maire. Ils volaient les toilettes des gens qui ont été arrachées. Ça, c'est en fait, on s'en fiche. Hein. C'est les enfants qui violent, les enfants qui kidnappent. Il y en a près de 20 000 qui ont été kidnappés par les Russes. Et ça, c'est la politique de guerre de Poutine. La politique ukrainienne, on en a eu un exemple hier, qui était un événement extraordinaire. C'est la première fois donc que l'Ukraine a réussi à aller si loin dans le territoire russe et à détruire 30% de la flotte aérienne de la Russie militaire. Et ça c'est la politique ukrainienne. Donc, qui est ici et là, qui a eu des exactions, quand ça fait 3 ans que vous voyez les horreurs que les Russes ont commises, les chambres de torture, les tortures des enfants, les viols des enfants de 1 an, 3 ans, violés, torturés. Il y avait des chambres de torture pour enfants. Vous imaginez ce que ça veut dire? Alors, si vous êtes humain, vous avez vu ça, la prochaine fois que vous capturez un Russe, est-ce que vous faites pas? Alors, j'espère pas, mais je peux pas dire que ça s'est pas passé. Par contre, c'est contre la politique, c'est contre les instructions, c'est une violation de leur devoir. Leur devoir, c'est de défendre ou d'attaquer des sites militaires. Et c'est ce qu'ils font. Je crois que c'était surtout le régiment Azov qui était critiqué. Est-ce que vous avez entendu dire des faits en lien avec le régiment, justement? Alors oui, mais de nouveau, ça fait partie un peu du discours russe de focaliser sur des groupes extrémistes. Effectivement, on a des groupes extrémistes. J'ai pas d'informations. Je me sens illégitime de répondre à cette question parce que j'ai pas des informations précises. À nouveau, je dirais, il est possible qu'il y ait des groupuscules qui se soient créés, qui soient plus véhéments militants que d'autres et qui aient créé. Mais je pense, et je suis pratiquement sûre, que une fois qu'on aura récupéré notre pays, ces gens seront jugés pour les actes criminels qu'ils auront commis. Parce que c'est comme ça qu'on devient une démocratie. C'est quand on fait notre propre mea culpa, et on aura des mea culpa à faire. Par contre, pour revenir à une de vos premières questions, la victime, c'est l'Ukraine. Elle se défend. Et pour l'instant, elle se défend en grande majorité honorablement. Et elle est seule. Est-ce que vous pourriez revenir un peu, vous l'avez déjà abordé, c'est une partie un peu plus dure de l'interview, mais sur les conséquences humanitaires, sociales que vous observez sur le terrain? Je sais que vous avez des proches qui sont sur place. Oui, je suis allée depuis le début de la guerre. J'y suis allée, j'y retourne cet été. Alors, oui, c'est très très dur. C'est très dur au niveau sociétal. On est en train de nous voler une génération. Alors, l'Ukraine a décrété assez tôt de prendre des gens quand même un peu plus âgés, entre 27 et 40 ans. Ensuite, ils ont baissé l'âge parce qu'au fil du temps, il faut avoir des soldats pour pas perdre la jeune génération. Mais cette génération, et j'en ai accueilli un ici, un jeune lieutenant amputé, jambes explosées, etc. C'est notre futur. On a des dizaines de milliers d'amputés. Donc, moi, je me souviens, dans les années 70, on voyait en France des amputés, c'était des vétérans de guerre. Pour nous, les vétérans, c'était des personnes âgées. Maintenant, les vétérans, c'est des gamins, c'est des jeunes. Donc, il y a ça. Il y a les enfants qui ont été kidnappés en Russie et certains qui sont revenus. Ma sœur me racontait dernièrement avoir visité ce jeune homme. Il avait 17 ans quand il a été capturé par les Russes, envoyé dans un camp militaire, formé comme militaire pour combattre l'Ukraine. Mais à un moment donné, on lui a demandé de hisser le drapeau russe. Alors, il a pris ses
ses sous-vêtements. Et puis, au lieu de mettre le drapeau russe, il a mis ses sous-vêtements. On l'a mis en confinement dans une pièce 1 mètre sur 2 pendant 3 semaines. Ça, c'est la réalité. La réalité est aussi belle. Il y a une résilience, une solidarité absolument extraordinaire. Je ne connais personne qui n'est pas engagé pour soutenir les efforts de guerre. Alors, la plupart, c'est au niveau humanitaire, que ce soit préparer des repas, que ce soit créer des gilets pare-balles. On n'avait pas assez de gilets pare-balles, donc chacun s'est inventé ce métier de coudre avec des plaques. Au départ, c'était pas nécessaire. Maintenant, les Ukrainiens arrivent à produire, c'est bien, mais à l'époque pas. Visiter les hôpitaux, visiter les vétérans, faire du volontariat dans les centres de réhabilitation. Enfin, donc il y a ce côté-là. Et il y a aussi, ce qui est assez intéressant, 2-3 choses. Au mois d'avril, donc l'invasion de grande ampleur a eu lieu au mois de février. Au mois d'avril, les entreprises ukrainiennes ont payé 120% des impôts qu'ils devaient. 120% pour soutenir l'effort de guerre. Imaginons ça dans nos pays. Donc il y a eu aussi au niveau sociétal. Deuxièmement, les gens ont décidé de ne pas arrêter de vivre, de fréquenter les restaurants, de travailler tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, c'est notre façon de combattre les Russes, c'est de montrer que on va pas se laisser abattre, on va continuer à vivre une vie aussi normale que faire se peut, alors qu'il y a des sirènes tous les jours. Et si vous regardez la méthode, c'est bien sûr la guerre active est sur le front de l'Est et au Sud, mais il y a des drones qui sont envoyés dans tout le pays pour effrayer la population générale. Mais imaginez les enfants qui dorment plus parce qu'ils entendent des sirènes, ils doivent aller dans des bunkers. Il y a des gamins qui ont passé, il y a eu des documentaires extraordinaires qui ont été faits, qui montrent des gamins qui ont passé 2 mois dans des métros à Kharkiv parce qu'ils pouvaient pas vivre chez eux, etc. Tout ça, le syndrome post-traumatique vont être énormes, non seulement pour les soldats qui reviendront, mais pour leurs familles. Ne citant pas de personnes particulières, mais les gens qui reviennent, ils ont des cauchemars, ils dorment pas la nuit, ça détruit les vies familiales, ça crée un poids énorme. Est-ce qu'ils pourront être efficaces au niveau économique, retravailler quand on a des dizaines de milliers de mutilés de la guerre? Donc les conséquences sont énormes. Alors il y a ce côté dramatique, terrible, les histoires individuelles que j'ai rencontrées ou dont on me parle m'horrifient. Et puis après, j'essaie de trouver un peu de force, comme eux tous. Et je me dis, oui, mais on est encore là, on a survécu et on survivra. Et sachez que l'Ukraine a plus de 1000 ans d'histoire. Dans ces 1000 ans d'histoire, on a eu une grande majorité du temps d'occupation étrangère. Et on a survécu. On survivra à celle-là aussi. Simplement, pour la population ukrainienne actuelle, c'est désastreux. Et on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Tous mes amis qui travaillent dans l'humanitaire, quand ils sont arrivés en Ukraine, ils ont dit, j'ai jamais vu ça. Malheureusement, maintenant, il y a Gaza et puis on voit ça. On a beaucoup parlé de cette question des séparatistes qui avaient été influencés, qui avaient été brainwashed pendant de nombreuses années. Ça m'a beaucoup surprise parce que voilà, c'est une version que j'avais pas forcément entendue par rapport à ces séparatistes. Je pense que c'est important. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus de la propagande, de la désinformation qui est opérée par la Russie, peut-être pas forcément donc sur place, mais ici, à l'étranger? Est-ce qu'on a concrètement des exemples de cette désinformation, de cette propagande qui est opérée par la Russie? Alors les exemples sont au quotidien. Par exemple, l'idée que l'OTAN menace la Russie. L'OTAN n'est pas une force offensive, c'est une force défensive. Quel genre de menace ça représente? Et quel pays est-ce qu'elle a envahi depuis son existence? Donc, c'est une version des faits
que la Russie présente, qui est adoptée par différents partis d'opposition, par les complotistes, par les non-alignés, parce que c'est quelque chose qui leur parle, parce que pour eux, il y a une grande puissance mondiale négative, et maintenant l'Europe s'en rend compte, c'est les États-Unis. Donc, tout pays qui est soutenu par les États-Unis devient indirectement un ennemi. Le monde non aligné a considéré ce discours-là. Et le fait que la Russie soit une victime, c'est pas une victime, ça a été un empire haï et honni de tous, qui finalement s'est éclaté par chance. Et la Russie n'a juste pas pu se redéfinir comme pays, comme la France l'a fait, comme l'Angleterre l'a fait. C'est douloureux d'avoir un passé impérial et de devenir un pays, mais on l'a fait. La Russie n'a pas réussi à le faire, et donc elle invente ces discours de victimisation. Le fait que ce soit les oligarques qui soient arrivés au pouvoir en Russie et qu'ils ont tout pris à l'ère Yeltsin, c'est la Russie qui a créé ça, c'est pas le monde extérieur. Le fait que Poutine soit arrivé au pouvoir et que il a accaparé toutes les richesses possibles et imaginables et qu'il s'est créé une clique, ça montre pas du tout quelqu'un qui est victime, ça montre quelqu'un qui est à l'attaque. Mais il se présente en victime, et d'autres victimes de d'autres pays s'identifient. Je crois que ça, c'est probablement le pire. Ensuite, comme je disais, mais il faudrait lire La Grande Confrontation de Raphaël Glucksmann, un autre livre brillantissime, de voir les gens qui sont payés dans l'Union européenne, des hauts dirigeants, que ce soit en France, en Italie, dans d'autres pays, ils sont payés. Les médias, Russian TV par exemple, c'est un scandale ce média, mais on l'a laissé opérer. Sous prétexte de la démocratie, on permet tout? Non. Et ça, c'est notre faiblesse. C'est on comprend mal ce que veut dire la démocratie. On la met en œuvre de façon à accommoder tout le monde, alors qu'il faut savoir que c'est la majorité des gens sont corrects, mais il y a une minorité qui ne l'est pas, et il faut pas se plier à ces demandes, à ces exigences, à ces menaces. Et tout ça, la Russie l'a fait dans son pays, dans nos pays. Et puis, regardez l'élection américaine. Il n'y aurait pas eu d'ingérence russe. Peut-être Madame Clinton aurait été présidente. Vous y croyez à cette question de l'ingérence russe dans les élections? Ah, absolument. J'ai aucun doute. J'ai aucun doute. Comme j'ai aucun doute qu'ici à Genève, on a des espions partout, qu'on a écoutés. Absolument aucun doute. Vous savez, je vais vous raconter une histoire, mais qui va dans l'ancien temps. C'était dans les années 80. Donc à l'époque soviétique encore. J'étais au Canada, à Montréal, et je suis intervenue dans une émission de radio. Et il y avait l'ambassadeur russe qui était en ligne aussi. C'était un débat de nouveau. Les questions durent depuis longtemps. Et à un moment, il dit: je sais qui vous êtes, parce que j'étais pas invitée, c'était une émission où on pouvait appeler et faire des commentaires. Et suite à mon commentaire, l'ambassadeur dit: je sais qui vous êtes, je sais où vous habitez. Ça vous... En direct? Ah oui, en direct en plus, oui, c'était extraordinaire. Donc, vous imaginez un petit peu. Et il y a d'autres personnalités politiques qui, au début de l'invasion russe, avaient un langage assez faible vis-à-vis de la Russie. Donc, soit elles ont adopté le point de vue, par exemple, de dire les séparatistes ont des exigences légitimes et la Russie n'a rien à voir avec ça.
Bien sûr qu'il y a des séparatistes, comme je vous ai dit avant. Il y a des séparatistes dans tous les pays. Simplement, on ne leur fournit pas des armes, de l'argent, des passeports. On falsifie pas des élections. On n'envahit pas leurs instances, etc., etc. Et si ça dure dans le Donbass depuis 14, c'est bien que les gens du Donbass eux-mêmes ne voulaient pas être russes. Il y a une minorité de séparatistes et c'est eux qui arrivent au pouvoir. Parce que c'est la force. C'est l'heure des prédateurs. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'Ukraine dans un contexte où récemment on a eu Trump qui parle d'éventuellement soutenir Poutine dans son désir de redessiner les cartes? Comment est-ce que vous voyez le futur à l'heure actuelle avec les tensions internationales et les soutiens? Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de clarté. Je crois que personne ne peut vraiment répondre à cette question. Il y a une chose que je sais, c'est que l'Ukraine continuera à se défendre à corps perdu. Comme je vous disais avant, la Russie n'arrivera pas à envahir toute l'Ukraine. Elle n'a pas la force. Ça fait 3 ans, elle a 20% du territoire ukrainien. C'est entre guillemets tout ce qu'elle a réussi à obtenir. C'est déjà trop, beaucoup trop. Mais donc, elle n'arrivera pas. En ce qui concerne Trump est quelqu'un d'imprévisible. Ma prédiction à un moment donné, c'est que vous mettez 2 mâles alpha dans la même pièce, ça va à un moment, puis pas trop longtemps. Poutine et Trump, je vois plutôt un désenchantement à un moment ou à un autre, parce que Trump va vouloir gagner, Poutine va dire non, et puis ça va éclater. On sait que Trump, par le passé, a souvent été contre la Chine. Il a beaucoup insisté sur le fait qu'il voulait lutter contre cet empire et contre le Parti communiste chinois, contre le communisme de façon générale. Est-ce que vous pensez pas que Trump pourrait aller justement contre la Russie également, freiner les ambitions malgré le fait qu'il, peut-être en surface, il essaie d'accommoder, mais au fond, il est peut-être justement pour un... Je ne crois pas que Trump ait un fond idéologique. Trump, en fait, est un révélateur d'une certaine mentalité américaine qui est « je veux gagner à tout prix ». Et qu'est-ce qui est dans mon intérêt? Donc la configuration, si vous regardez ce que Zelensky fait, chaque fois, c'est d'essayer d'aller dans le sens de Trump. L'accord minier est un exemple flagrant. Ça avait été une proposition du président Zelensky au mois d'octobre. Il dit tout pays qui nous fournira l'aide nécessaire aura un accès privilégié aux mines. Mais quand Trump a fait son cinéma, s'est humilié, n'a pas humilié le président, il s'est humilié lui-même, a fait cet épisode, Zelensky est revenu et puis a fait paraître que l'accord minier était le succès de Trump. Il a compris la mentalité d'un Trump qui a besoin de gagner. La directive aujourd'hui pour les négociations à Istanbul, c'est pareil. Nous sommes prêts à faire des concessions. Pourquoi? Parce qu'il sait que Poutine n'est pas prêt à faire des concessions, donc il va dans le sens de Trump, mais pas au point de faire ce que Trump voudrait qu'il fasse, mais au point où Trump voit que son avantage est de s'allier à Zelensky et à l'Ukraine plutôt qu'à la Russie. Et je pense que tôt ou tard, Poutine peut commettre une erreur et on connaît Trump. Malheureusement, je trouve que c'est dramatique que le sort de 43 millions de personnes dépende des états d'âme, de la psychologie, de l'Inter, qu'ils soient démocratiques ou pas, en fait. C'est assez catastrophique. Mais les États-Unis ont commis des erreurs depuis le début. Biden, 2 semaines avant l'invasion russe, a dit « nous n'interviendrons pas de façon militaire ». Donc le message qu'il a donné à Poutine, c'est « allez-y, on fera rien ». Et effectivement, ils n'ont rien fait. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que
L'Ukraine plierait en 3 jours, et puis ça fait 3 ans, on n'a toujours pas plié. Alors oui, on a bénéficié de l'aide des Européens, beaucoup plus que des Américains, qu'on soit clair, mais de nouveau, c'est pas une aide suffisante, et dès le moment qu'on nous donne des armes pour nous défendre, mais pas pour attaquer, on voit bien où ça nous mène. Et c'est là que la guerre est prolongée au lieu d'être stoppée. Et dernière chose, peut-être parce qu'on l'a pas évoqué, mais ça c'est quelque chose qui revient souvent dans les débats. Et Poutine est très habile. Chaque fois que la situation diplomatique va plutôt dans le sens de l'Ukraine, il brandit l'arme nucléaire. Je vais utiliser l'arme nucléaire. J'y ai jamais cru et je ne pense pas qu'on devrait y croire. Poutine ne veut pas la destruction de la Russie. La Russie serait détruite en un rien de temps. Il y a des sous-marins français avec une puissance nucléaire dans les eaux internationales. En 3 minutes, ils atteignent Moscou. Donc, si vraiment la Russie voulait exercer cette arme-là, elle serait détruite. Et Poutine ne veut pas ça. Il veut être le grand tsar de la grande Russie. Il veut pas la destruction de la Russie. Donc, arrêtons de trembler et agissons. Agissons de façon forte. Et les Allemands, dernièrement, pendant un temps, c'était président Macron qui était dans le lead, à dire, nous, Européens, nous devons faire, bon, Madame von der Leyen aussi, mais je veux dire, un pays qui a l'arme nucléaire, c'est important. La France, qui a vraiment poussé pour qu'on aille plus loin. Maintenant, les Allemands qui décrètent que les Ukrainiens peuvent justement utiliser les armes pour attaquer la Russie, je pense qu'il y a une petite lueur d'espoir. Et le fait que l'Ukraine a démontré qu'elle peut attaquer la Russie, les objectifs militaires russes, je pense à un message que tout le monde devrait relever et se dire, donnons-lui les moyens de stopper cette guerre. Au risque de, pour ne pas vouloir me répéter, au risque que l'autocratie gagne dans cette partie du monde, en Europe, et qu'elle s'étende à nos pays, à nous aussi. Merci beaucoup, Madame Vatrouche, pour les nuances que vous avez apportées à ce débat qui est plus que corsé en 2025, je pense. La menace d'une Russie autocrate qui pèse également, comme vous l'avez dit, sur l'Occident, et je pense que c'est une mise en garde salutaire que vous avez opérée aujourd'hui sur le plateau de NTD France. Un grand merci pour cet échange riche, et puis j'espère à tout bientôt pour poursuivre la discussion. Pour la victoire. J'espère de bonnes nouvelles pour le peuple ukrainien, et puis pour le monde, l'Occident et le monde entier de façon générale. Merci pour un appel à ces valeurs démocratiques, et puis à très bientôt, j'espère. Merci, et comme on dit en ukrainien, Slava Ukraini, Heroyam Slava, donc gloire à l'Ukraine et gloire à nos héros, parce qu'on y pense à chaque seconde, chaque minute. Et merci de m'avoir donné l'opportunité de donner un autre éclairage. Et si je pouvais dire une dernière parole, c'est regarder l'histoire un peu différemment. L'esprit critique est terriblement important maintenant. N'acceptez pas tout ce que vous avez pensé être vrai sur la Russie. Regardez ce qu'elle a fait depuis des siècles et réalisez, et dans le siècle actuel, Grozny, la Syrie, Alep, tous ces endroits, et dites-vous, est-ce que ce qu'elle nous dit est la vérité, ou est-ce que nous, on doit se positionner du côté de la vérité ?